bonjour à tous. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est à 9 jours maintenant du premier tour. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça monte doucement, mais sûrement pour votre candidat Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote. Ça monte, mais il n'est pas encore qualifié pour le second tour, si on en croit les sondages. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui vous rend optimiste sur ses chances d'y arriver? À ce stade, personne n'est qualifié pour le second tour. Mais ce qui est vrai, c'est la dynamique que constatent les études d'opinion. Il faut s'en méfier, mais qu'on voit aussi dans de multiples réunions autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un succès, il y a une effervescence, il y a une dynamique de cette possibilité d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais c'est une possibilité, parce que lorsqu'on l'écoute, il dit « j'y serai ». Oui, lorsqu'on écoute ses partisans, bien sûr, oui, mais nous nous battons pour ça, c'est l'objectif que nous nous donnons, et nous disons, pas tous ceux, notamment ceux qui ont le cœur contre le racisme républicain, pour le social, de dire on peut battre l'extrême droite dès le premier tour, réglons cette affaire, c'est possible, l'extrême droite est divisée, on peut créer les conditions qu'il y ait un candidat qui porte l'exigence de dire, voilà, dans ce pays, la question sociale étant prioritaire, retraite à 60 ans pour tous, on peut le faire. SMIC à 1 400 €, on peut le faire. Créons, par exemple, moi je suis professeur, je vais en dire deux mots, 65 000 postes d'enseignants, on en a besoin, etc. Passons à une 6e République pour que le citoyen ait plus de droits, pour contrôler les élus, le droit de révoquer, des référendums d'initiative citoyenne, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette monarchie présidentielle. Mélenchon, il pourrait porter tout ça. Ça pourrait faire un second tour passionnant, plutôt que le côté morbide et attendu d'un second tour Le Pen-Macron. On peut le faire, faisons-le. Je vous repose ma question quand même sur l'optimisme. Lorsqu'on était... Il faut être optimiste. Oui, en 2017, 10 jours avant le premier tour, les sondages, pardon d'y revenir, annonçaient Jean-Luc Mélenchon à 19%. Et c'est le score final qu'il a fait. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, il passe de 15 au seuil qui lui permettra d'être face à Emmanuel Macron, si c'est Emmanuel Macron le deuxième du c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est la possibilité. La dernière fois, Madame Le Pen et Monsieur Macron aussi dans les sondages étaient beaucoup plus haut, si je puis dire. Mais ils ont été finalistes, comme l'avait rien n'est écrit. Non, mais que les choses soient claires. De toute façon, fort heureusement, une campagne présidentielle, c'est ni l'IFOP, ni vous, ni moi qui le faisons à 10 jours. C'est les citoyens, qui ont rendez-vous le 10 avril. Je les invite à aller voter fortement. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je voudrais insister. Vous évoquez 2017, il y a eu 78% de participation. Aujourd'hui, puisque vous parlez des sondages, ce que j'observe aussi, c'est qu'ils nous disent qu'il y aurait peut-être que 70-71% de Français qui iraient voter. Soit 7-8 points de moins. Moi, je vais vous dire les choses en faisant un peu simple. Souvent, c'est les milieux populaires les plus dégoûtés qui ne vont pas voter, dégoûtés parce qu'ils ont le sentiment... Moi, je m'adresse à eux. Et je leur dis, vous avez tout à gagner en votant Mélenchon. Ne tombez pas dans une des ruses du système. Je pose les choses simplement. Du système Macron. C'est-à-dire, en gros, cette élection est jouée d'avance, à tel point que le président de la République ne juge même pas intéressant de venir débattre avec les autres candidats. En gros, c'est comme ses prédécesseurs. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais surtout, ce qui est pas vrai, c'est que les prédécesseurs dont vous parliez, il n'y avait pas cette succession de chaînes d'information, il n'y avait pas ces émissions avec tous les candidats. D'accord? Et de toute manière, quand bien même les autres ne l'auraient pas fait, je dis à Monsieur Macron que, à partir du moment où il veut faire révolution, comme il l'a dit, il n'est pas obligé de reprendre tous les traits les plus monarchiques de ses prédécesseurs. Et enfin, pour finir, si on a le cœur républicain, on veut que les citoyens viennent. Et je vais vous dire, c'est souvent les émissions où les candidats peuvent débattre qui créent de l'intérêt. Hier soir, sur le service public, il y a une émission où je pense que on verra les audiences, j'espère qu'elles seront bonnes, mais que c'est pas toujours passionnant. En tout cas, ce matin, vous êtes là. Non, mais je critique pas, je dis, je cherche à motiver les citoyens, à leur dire, il y a un enjeu. Vous avez reproché, il y a quelques jours, à Anne Hidalgo, la candidate socialiste, de refuser de se prononcer au cas où il y aurait le duel que vous souhaitez, Mélenchon-Macron. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre, vous, dans l'autre hypothèse qui est quand même crédible, celle d'un duel Macron-Le Pen? Vous dites également, on verra plus tard ce que vous reprochez à Anne Hidalgo. C'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que vous dites? Mais si cette hypothèse arrive. Non, mais attendez, premièrement, je reproche rien à personne et que je sois clair, c'est une ligne de conduite. Vous avez peut-être un tweet où j'étais étonné qu'entre un candidat, quand même, comme Jean-Luc Mélenchon, qui vient du monde du travail. Mais elle dit, elle verra plus tard. Vous dites la même chose. Non, mais elle a tendance à renvoyer tout. Elle a même dit précédemment que quasiment il n'y avait rien à gagner dans Jean-Luc Mélenchon, et on se demande même d'ailleurs, c'est ce que j'observe de la part de beaucoup de barons socialistes, que quasiment ils préfèrent Macron. Mais c'est pas le sujet. De toute manière, je ne m'adresse ni à Madame Hidalgo, ni à Monsieur Jadot. Je ne veux pas polémiquer avec eux parce qu'ils font campagne. Et sur ma question, c'est leur droit. Pourquoi vous ne répondez pas dans le cas d'un duel Macron-Le Pen qui est quand même une hypothèse crédible? Non, mais attendez, pardon. Jean-Luc Mélenchon est à quelques points de pouvoir être au deuxième tour. Vous m'interrogerez au soir du 10 avril et vous aurez bien raison sur ce que je fais. Et moi, je ne vais pas créer les conditions. Non, mais parce que je vous demande ce matin, plus exactement. J'ai bien compris. Non, on refera peu ou prou ce qu'on a fait en 2017. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit. Premièrement, nous consulterons nos adhérents. Deuxièmement, nous sommes totalement défavorables à ce qu'il y ait des voix qui puissent se tourner vers Madame Le Pen, qui n'a jamais été une option, que quelque chose soit clair. Mais surtout, ce que je veux créer, mettez-vous à ma place, la compréhension que
Ce qui fait une singularité ou une particularité par rapport à 2017, c'est que Jean-Luc Mélenchon peut battre Madame Le Pen. C'est dans la marge d'erreur possible, à condition que parmi les gens qui aujourd'hui n'ont pas prévu d'aller voter, ils y aillent. À condition aussi peut-être que des électeurs de Madame Hidalgo, de Monsieur Jadot, ou que sais-je, ou d'autres se disent, plutôt que de perdre peut-être, même s'ils croient plus à cette candidat, il y a une possibilité en votant pour Jean-Luc Mélenchon de dire je bats l'extrême droite dès le premier tour. Ça vaut le coup, ne ratons pas l'occasion et après on verra. Alexis Corbière, comme tous les opposants à Emmanuel Macron, vous vous êtes emparé de ce qu'on appelle désormais l'affaire McKinsey, le recours par le gouvernement au service d'un cabinet privé, comme l'ont fait ses prédécesseurs et comme le font la plupart des pays européens. Non, attendez, pardon, je vous coupe. Là, ça a doublé quand même, hein. D'accord ? Ça a doublé par rapport aux prédécesseurs. Oui, non, mais c'est important. Ça a doublé, et la part d'ailleurs parmi ces conseils, parce que parfois il y a des conseils techniques, informatiques, et la part stratégique a fortement augmenté. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal ? Illégal, j'en sais rien. De choquant. J'en sais rien, ou il y a quelque chose d'illégal ? Non, mais déjà, je suis pour qu'il y ait une enquête qui soit menée, on l'a dit, qu'on vérifie ce qui est légal ou pas légal. Premièrement, il y a une proximité entre ce cabinet et Monsieur Macron et En Marche qui est très forte, et on se demande vraiment pour quelle raison, comme par hasard, les mêmes qui sont de McKinsey l'ont aidé pendant sa campagne en 2017. Le principal responsable du cabinet McKinsey avait même coécrit un rapport avec Monsieur Macron, et McKinsey décroche des contrats. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Ce gouvernement a mis en place une réforme de l'assurance chômage qui fait que dans ce pays, aujourd'hui, vous allez avoir 1,2 million de chômeurs qui voient d'ores et déjà leur aide baisser. À tel point qu'il y a 400 000 personnes... Et il a consulté... Attendez. Non, il y a 400 000 personnes qui vont voir leur indemnité chômage baisser de près de 40%. Le gouvernement veut faire des économies d'argent public, dit-il, parce que c'est très précieux. Et à l'inverse, on a gaspillé de l'argent pour demander, par exemple, des conseils stratégiques pour l'évolution du métier d'enseignant. Ça a coûté 1,5 million d'euros. Un rapport qui n'a servi à rien, où la page a coûté 2400 euros la page, pour un rapport qui n'a occasionné ni un colloque, ni rien. Donc moi, ce que je dis simplement, ce que je dis aux Français, acceptez-vous que quand c'est le chômeur, on le frappe, on fait baisser ses aides parce qu'on dit l'argent public est précieux, mais on gaspille de l'argent à des cabinets privés pour des conseils, pardon l'expression triviale, totalement à la con parfois, voire même des conseils, non, ce que j'appelle, pardon, je suis trivial de bon matin, on m'en excusera, mais y compris des conseils ultra-libéraux qui consistent à dire, il y a trop d'aide sociale. Vous savez qu'on a baissé les APL de 5 euros, c'est un conseil McKinsey. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces conseils, ces cabinets conseils, chaque fois démantèlent l'État, l'affaiblissent. Est-ce que vous pensez néanmoins que cette polémique qui survient finalement dans la dernière ligne droite avant le premier tour ne bénéficie pas à ceux qui sont un peu contre le système, à ceux qui disent tous pourris en parlant du monde politique, c'est-à-dire plutôt des électeurs qui choisissent souvent Marine Le Pen plutôt que vous, et c'est ce qu'on observe dans les sondages. Qu'est-ce que ça vous rapporte électoralement d'insister là-dessus ? Il n'y a que les électeurs de Marine Le Pen qui sont pour l'honnêteté et la probité. Il n'y a que les électeurs de Marine Le Pen. Donc vous dites qu'il y a eu de la malhonnêteté. Non, mais ce que j'appelle de la... Oui, je dis que quand on dit, par exemple, qu'il faut baisser les aides aux chômeurs parce que l'argent public, quelque sorte, doit être compté sou après sou, mais qu'on donne à des cabinets privés que l'on paye aussi cher pour des conseils qui ne servent à rien, je dis que ça n'est pas ce que j'appelle la probité. D'accord ? Deuxièmement, comment dirais-je ? Oui, il faut aussi dans cette campagne que toute la lumière soit faite sur pour quelles raisons on fait appel à des cabinets privés pour chaque fois affaiblir l'État, chaque fois pour dire la même chose. Alors les profs seraient trop payés, les APL, il y en aurait trop, etc. Et c'est sur cela qu'on doit juger le gouvernement et voter. On n'a pas une haute administration, on n'a pas des hauts fonctionnaires, ils sont tous idiots dans cette maison, il n'y en a pas un seul qui peut faire le boulot. Je n'y crois pas, moi j'ai confiance dans notre administration, elle est de qualité, et ces conseils, éventuellement, sur le peut être fait. Une minute, vous savez qu'on est assujetti au temps de parole, et sur la guerre en Ukraine, je voudrais savoir quelle est aujourd'hui la position de votre candidat Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il considère toujours qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine, alors qu'on voit que bien le régime russe, en tout cas le président russe, ne tient pas forcément ses engagements, par exemple à Mariupol, où un cessez-le-feu a été promis, il n'est pas appliqué. Non, mais il faut faire aucune confiance à Vladimir Poutine, mais il faudra négocier avec Vladimir Poutine pour arrêter la guerre. C'est la position de la France, c'est pas la position en soi de Jean-Luc Mélenchon. C'est la position de tout le monde. Et les choses avancent. Il faut continuer, par exemple. Vous savez, nous on a souvent dit qu'il faut isoler Poutine, notamment ce qu'on appelle les oligarques russes. Pour quelle raison ? Sur ces 17 milliards d'avoirs qui sont peut-être potentiellement en France, à l'heure actuelle, on en a gelé que 5%. On peut faire mieux, plus fort. Mais pour ça aussi, vous voyez, c'est le même débat que sur McKinsey. Il faudrait y voir plus clair sur tout ce maquis, bien souvent, qui permet globalement, vous approuvez la politique que mène Emmanuel Macron sur ce dossier ? Pour l'instant, je vois qu'il prend des initiatives diplomatiques, bien souvent trop faibles, mais
il joue le jeu diplomatique conforme à la position de la France. Et il a bien raison. Il faut faire attention. Il y a une potentialité de troisième guerre mondiale sur ce territoire mondial qui est quand même, qui doit amener à ce que nous ayons des positions mesurées. Nous, ce qu'on a proposé, on l'a dit, réunion de la conférence de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour mettre tout le monde autour de la table. C'est difficile, mais c'est ça la position courageuse. Je vous remercie. Merci. Et je sais que les temps sont contraints. Mais vous nous avez dit tout ce que vous aviez à nous dire ce matin en tant que porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci et bonne journée.